Aujourd'hui, on va parler justement d'un sujet sensible. On est dans la capsule L'atelier de JP. Donc, on va parler de la géométrie du cadre. Alors, la géométrie du cadre, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, c'est vrai qu'on lit souvent des fiches techniques où on parle de hauteur de selle, de différents indicateurs. C'est très important, mais c'est aussi ce qui va définir le caractère de votre vélo. Est-ce que c'est un pur sang ? Est-ce que c'est un vélo de pure compétition ou est-ce que c'est un vélo d'endurance ? Eh bien, on va découvrir tout ça avec celui que j'appelle le Jean-Pierre Coff du vélo, JP. Salut JP. Salut Arnaud, bonjour à tous. Comment ça va ? Ça va super bien. Écoute, tu remercies les gens qui nous suivent avec une grande fidélité et de plus en plus nombreux. Donc, je les remercie également. C'est très chouette d'échanger, de faire un peu le SAV de nos épisodes et puis d'interagir avec les gens sur les réseaux sociaux. Il y a un épisode qui récemment a été diffusé sur le monoplateau qui a reçu un nombre de commentaires assez ahurissant et donc c'était très sympa d'échanger. Alors justement, on va rentrer dans le cœur du sujet, la géométrie du cadre. J'ai un tas de questions. Tu connais, moi qui suis fan de mécanique et qui maîtrise la totalité de chaque angle. C'est une blague, bien évidemment, je pense que les gens comprendront. Mais voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire pour planter un petit peu ce décor sur cet épisode quand on parle de... Ou en tout cas, quand on regarde une fiche technique, qu'est-ce qu'on doit y voir en priorité ? Alors, la géométrie, c'est un sujet qui nous a été maintes fois demandé, qu'on a hésité à faire parce que on va parler de géométrie et il y a beaucoup de gens qui ne font que nous écouter, qui ne nous voient pas forcément. Donc on va tenter, voilà. Mais l'idée, effectivement, la géométrie, c'est à la fois ce qui définit le comportement d'un vélo, mais c'est aussi, et pour la plupart d'entre nous, c'est finalement la porte d'accès à comment on va être sur ce vélo, comment on va être positionné. Oui, parce que chaque angle a un impact. D'études posturales, etc. Exactement. Mais finalement, la géométrie définit le comportement du vélo, mais définit aussi les différentes tailles qui sont proposées par un fabricant. Et ces différentes tailles, elles permettent d'installer un cycliste de tailles différentes et de corpulences différentes sur ces vélos. Donc, l'idée pour moi aujourd'hui, c'est d'essayer de te faire découvrir un petit peu avec 3 prismes différents. Celui de la personne qui, comme moi, dessine, conçoit un vélo. Celui de la personne qui a un choix à faire en termes de posture ou d'adaptation de taille. Donc ça peut être soit un client directement, soit un bike fitter, quelqu'un qui fait des études posturales. Et puis finalement, aussi le point de vue du cycliste pratiquant sur comment la géométrie influence le comportement de son vélo, c'est-à-dire son ressenti, son expérience cycliste. Ces 3 choses différentes, elles sont liées. Tout ça, bien sûr, on va essayer d'avoir un regard holistique sur tout ça et comment ça interagit. C'est bien plus complexe que s'il n'y paraît. Et in fine, on pourrait presque complètement simplifier à la fin pour dire qu'il y a 2 ou 3 valeurs auxquelles il faut absolument s'attacher quand on choisit un vélo. Et puis, il faut aussi se baser, comme tu le sais, toujours sur son ressenti. Voilà. Exactement. Alors, on va rentrer dans les détails de tout ça, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des personnes qui choisissent un vélo, elles vont regarder la taille. C'est-à-dire qu'elles vont dire, moi, je veux une taille L, je veux une taille XL, ou je veux un 56, un 52, un 58, ou voilà. Mais ça va bien plus loin. Il y a chaque angle, comme tu l'as dit, chaque angle, en tout cas, a un impact sur le comportement du vélo, et donc la manière dont toi, tu vas évoluer sur ce vélo. Alors, même si le canal d'achat des vélos a un peu évolué. Il y a une fiche technique qui va derrière, bien évidemment. Mais il y a encore beaucoup de gens qui achètent des vélos en allant chez un professionnel. Donc souvent, les gens choisissent pas une taille, ils se font conseiller une taille. Ça, c'est encore, je crois, la majorité du processus d'achat aujourd'hui. Moi, je confirme. Donc des fois, en fait, les gens, c'est encore quelque chose de complètement nébuleux. On leur dit, ça, c'est celui-là qu'il te faut. Et tu mesures combien ? Ok, alors c'est celui-là. Grosso modo. Donc... tu as parlé aussi de taille L, XL ou 56, 54. On va y revenir parce que beaucoup de gens se trompent sur ce que veut dire 54, 56, 57 et je ne suis même pas sûr qu'on devrait encore utiliser ça aujourd'hui. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça a évolué. Voilà, moi, je me souviens, au début de mes débuts, c'est le cas de dire, mais quand j'ai commencé le vélo, jadis, à l'époque, comme dirait mon fils, on a les mêmes. À l'époque, j'avais un 60. T'imagines un 60 avec des tubes très fins, c'est pour ça que maintenant j'adore les tubes mais on avait larges, une géométrie parce que j'étais traumatisé par ça. En fait, voilà, donc, j'étais traumatisé par ça, alors que maintenant je pourrais rouler, je suis sûr, sur un 56, quoi, tu vois, avec des périphériques. On va expliquer ce que c'est ça. De plus en plus, le marché est en train de passer quand même sur cette norme de L, XL, etc. Et on parlera de reach et stack, ces 2 anglicismes, on va les traduire. Ce que je te propose pour démarrer, c'est d'essayer de faire un petit glossaire et d'expliquer à quelle dimension sur un cadre correspond le terme qu'on va donner.
Malheureusement, moi, je peux pas vous mettre un schéma aujourd'hui. Je sais pas si on pourra peut-être en intégrer un dans la vidéo. Dans l'avenir, on aura du budget pour ça. J'invite tout partenaire qui souhaite nous rejoindre. Antoine, voilà, Sébastien. On souhaite d'avoir plus de partenaires sur notre épisode et sur notre podcast pour pouvoir y mettre des intégrations, des illustrations. Bon. Le message est passé. Voilà, donc je vais commencer par les 2 valeurs les plus importantes. On verra pourquoi ce sont les plus importantes et les plus indicatrices, mais je vais parler de ces 2-là. Stack et reach. Moi, c'est les 2 premières expressions qui sont revenues quand j'ai préparé cet épisode, reach et stack. D'accord, stack et reach. Reach, en français, on pourra le traduire par portée. On prévient, dans cet épisode, on va vous parler à la fois anglais et français parce que dans les fiches techniques et dans les géométries ou geometry charts que vous verrez régulièrement sur les sites de constructeurs, vous aurez des termes anglais. Mais reach, c'est la portée et le stack, c'est la hauteur du cadre. On va dire ça comme ça. Il n'y a pas de vraie traduction française, mais je vous explique que c'est. Un cadre, c'est grosso modo 8 tubes de quelque matériau qu'il soit fait. La plupart du temps, voilà. Déjà, je suis sûr qu'il y a des personnes qui viennent. Ils sont en train de compter, voilà. Non, mais voilà, qui viennent de découvrir qu'il y a 8 tubes sur un vélo. Voilà, c'est grosso modo 8 tubes. Il y a 2 triangles, voilà, on appelle ça un double diamant. Souvent, c'est aussi quelque chose qui vient d'un anglicisme. Vous avez un triangle arrière et un triangle avant. Et vous avez un boîtier de pédalier. Le boîtier de pédalier reçoit le pédalier, et c'est là que vous pédalez. Donc, pour ceux qui ont encore quelques souvenirs de mathématiques du collège, notamment, imaginez un référentiel abscisse et ordonnée dont le centre serait l'axe du boîtier de pédalier. Ça, c'est votre 0. En horizontal, vous avez les abscisses et en vertical, les ordonnées. Ok ? Le tube qui est à l'avant du vélo s'appelle la douille. D'accord ? Là où va rentrer votre fourche, c'est la douille. Voilà, en anglais, head tube. Cette douille, en haut, c'est un cylindre, hein, donc. Cette douille, on considère qu'elle est donc traversée par son axe, et vous avez un point qui est l'intersection de cet axe et de la surface haute de la douille. Donc, en gros, le haut de votre douille de direction. Eh bien, ce point-là, ses coordonnées horizontales, c'est le reach, et sa coordonnée verticale, c'est le stack. D'accord ? Donc, en gros, le reach, ou la portée, c'est la distance horizontale entre l'axe de votre boîtier de pédalier et le haut de votre douille de direction, en son centre. Et le stack, ou la hauteur de cadre, c'est la distance verticale entre l'axe du boîtier de pédalier et le même endroit. Ok ? Ça définit finalement, grosso modo, c'est le meilleur moyen de définir avec ces 2 paramètres la taille d'un vélo. Puisque après, vous allez pouvoir jouer avec le type de tige de selle, parce que s'il y a un angle plus ou moins relevé, on va y venir, mais vous allez pouvoir jouer sur le recul de votre tige de selle pour rester positionné au bon endroit, et puis vous avez les distances de potence, les entretoises sous les potences, etc. Reach et stack, portée, hauteur de cadre, c'est les 2 valeurs que vous devez regarder avant tout. Que la taille s'appelle 54, 56, LXL, etc. Allez voir reach et stack, c'est ce qui permet de comparer 2 vélos, et puis même de prendre le reach et stack de votre vélo actuel et de le comparer avec celui que vous projetez d'acheter. Je le donne tout de suite, il y a un outil super qui s'appelle Bike Insights. Voilà, sur internet, vous cherchez ça. Les constructeurs ou bien vous-même, vous pouvez aller renseigner des vélos. C'est une base de données assez exceptionnelle et vous pouvez comparer 2 vélos et donc voir votre vélo actuel, le vélo que vous projetez d'acheter. Vous pouvez comparer les tailles et c'est très utile. Moi, je l'utilise professionnellement, quasi quotidiennement pour aider les gens dans les choix. Je reviens à mon glossaire, si tu permets, Arnaud. Oui, parce que j'ai des questions, mais je te laisse continuer. Ouais. Tu vas à la fin les questions, monsieur. Je les note. Donc, 8 tubes. On va déjà donner le nom des tubes. Donc, le premier, on en a parlé, la douille. D'accord ? Ça, c'est le tube qui va recevoir la fourche. C'est votre axe de rotation de la direction. Ensuite, vous avez un tube horizontal qui, maintenant, est beaucoup moins horizontal que quand Arnaud faisait du vélo il y a très longtemps. C'est une question que je voulais te poser en fin d'épisode. Mais on l'appelle le tube horizontal ou top tube en anglais. Voilà. Je rappelle, la douille, c'est head tube. Quand tu dis horizontal, c'est pas vraiment parallèle à la route, quoi. Non, il est plus horizontal, quasi. Non, maintenant, non, mais à l'époque... à l'époque, il l'était. Jadis... À l'époque, il l'était. À l'époque, il était horizontal, complètement. Tout à fait. Celui qui est en dessous, le tube diagonal en français, down tube en anglais, d'accord ? Et seat tube, tube de selle, là, on vient de fermer le triangle avant, d'accord ? 4 tubes pour le triangle avant, tube de selle, tube horizontal, tube diagonal et douille.
on passe au triangle arrière, qui prend naissance sur le même tube que termine le triangle avant, c'est-à-dire le tube de selle. Et du tube de selle partent 2 bases et 2 haubans. Base chainstay et hauban seatstay. Ok. Donc si on compte, on en a 8. Alors après, on a un peu plus que de morceaux de tubes de ça, puisqu'on va mettre des ponts entre les bases ou des ponts entre les bancs, mais il y a 8 tubes principaux. Donc les bases, ce sont les tubes du triangle arrière qui sont en position basse, donc qui relient le boîtier de pédalier à l'axe de la roue arrière. Et les haubans, ce sont les tubes qui relient l'axe de la roue arrière jusqu'en haut, presque, pas tout le temps, on va en reparler aussi, du tube de selle. C'est bon pour toi? T'as tout compris, Arnaud? J'ai tout compris. Ma question, c'est quand tu parles de reach et stack, ma question, c'est quelqu'un qui va lire cette fiche d'un vélo, à quel moment elle va se dire il me faut tel reach ou il me faut quel stack? Comment tu connais? Alors les fabricants, tu vois ce que je veux dire? Les fabricants, ils te donnent, en fait, comme tous les vélos, on va le voir, pour un même reach et un même stack, il y a plein de formes de cadres différentes qui sont valides, puisque tout l'arrière on peut bouger, les angles peuvent bouger, donc il y a plein de solutions. Donc en fait, chaque fabricant va donner à titre indicatif une gamme de tailles de pilote pour chacune des tailles qu'il propose à la vente. Okay. Mais c'est jamais 100% valide, parce qu'on est tous différents et qu'on a tous aussi, par exemple, tu prends 3 personnes d'1m80, c'est là où je vois où tu veux en venir. Elles vont avoir. Alors moi, je parle souvent de rapport buste-jambe. Ouais. Ok. Il va y avoir des gens qui ont des toutes petites jambes et un grand buste. Il va y avoir des gens qui ont des grandes jambes et un petit buste. Vient la taille des bras en plus après, qui peut poser d'autres complications. Donc il y a une moyenne, bien sûr. Aujourd'hui, typiquement, je regarde pour ce que je propose moi avec mon vélo, le MR4. Quelqu'un d'1m80, à 90%, il va sur un taille ML. Mais j'ai 2-3 clients d'1m80 qui sont sur un taille SM. Parce qu'ils ont principalement des grandes jambes. Et donc ça se gère avec une sortie de selle, mais qu'ils ont globalement un petit buste et des petits bras, et que si je leur mets un vélo avec un reach trop important, ils seront mal positionnés, ou un stack trop important, ils seront pas exactement comme ils veulent être. Voilà. Et à quel moment intervient dans tout ça la hauteur de selle? Alors la hauteur de selle, on y vient parce que ça, c'est pas une question de géométrie finalement. La hauteur de selle, c'est une question de positionnement. Oui. Ok. Je finis sur les tubes et les différentes valeurs. Donc tous ces tubes là, ils sont reliés entre eux. Donc alors, on parle de tubes de manière complètement agnostique, c'est-à-dire ça peut être un tube de carbone, ça peut être un tube de titane, un tube d'aluminium, un tube d'acier. Pour définir ces angles et ces longueurs, ça n'a pas un gros impact. Il y a des facteurs de forme qui sont différents. On sait on a déjà parlé des matériaux, donc on a bien conscience qu'un tube en titane sera toujours plus gros qu'un tube en acier, un tube en aluminium sera toujours plus gros qu'un tube en acier, et souvent le carbone, on va chercher des profils aéros, donc on a des facteurs de forme différents. Donc il y a une question d'encombrement aussi, mais ça c'est la part du concepteur, d'accord? C'est lui qui doit se débrouiller avec ça, ou comment il fait tout rentrer, parce que à un moment il faut mettre un pédalier, il faut mettre des pneus, il faut mettre... Voilà, les pneus c'est très important. Donc je finis sur mon glossaire. L'angle de tube de direction, c'est l'angle qui sépare l'horizontale de l'axe de la douille. D'accord? Donc, typiquement, alors, on aurait dû le dire, parce que souvent, on a des questions un peu à côté de ce qu'on raconte dans les épisodes, mais on essaye sur cet épisode de parler de vélo globalement, de route, de ville, de gravel, etc. Pas trop de VTT. Une petite note sur le VTT, la géométrie sur le VTT, c'est un vélo où on est beaucoup plus souvent debout qu'assis, où on bouge énormément. Je veux pas dire qu'elle a moins d'importance, elle a moins de conséquences, elle est beaucoup plus libre finalement, elle est beaucoup plus volatile, il y a eu beaucoup plus d'évolution. On pourrait pas faire un épisode que sur la géométrie des VTT, mais c'est un peu moins impactant. C'est aussi pour ça que choisir une taille de VTT, c'est souvent beaucoup plus flou encore qu'une taille de vélo de route. Mais aujourd'hui, on parle plutôt vélo globalement, route, gravel, aventure, voilà. Donc cet angle de tube de direction, aujourd'hui, on va dire qu'il est compris entre 70 et 74, 75 degrés. C'est la norme à peu près, ok, tout varie. Donc il y a un vélo de route pure compétition va plutôt être sur le haut du panier. Ça allait être ma question justement. C'est voilà. Qu'est-ce qui fait quel angle est si différent
pour un vélo, je ne vais pas parler de gravel et de chrono, mais juste de vélo de route. Quel angle est si important pour un vélo une étape de plat, par exemple, et une étape de montagne? Est-ce qu'il y a un angle qui varie pour que la puissance du cycliste se développe plus facilement? Je vois où tu veux m'amener. Je vais finir mon glossaire d'abord et après je te reparle de ça parce que à la fin on verra que les angles ils ont une influence, mais est-ce que c'est le jour et la nuit? Pas vraiment. Tu vois bien que déjà sur un angle de direction, même si je prends gravel et que si je prends vélo de route, je suis dans une marge de 4 degrés, hein, d'accord? Ok. Alors attends, l'angle de direction, on n'a pas parlé de la fourche encore, mais ça c'est l'angle du tube de direction. On a l'angle du tube de selle. L'angle du tube de selle, c'est celui qui va supporter ta tige de selle, qui supportera ta selle et sur laquelle tu poseras ton séant. Voilà, donc ça, c'est assez connu. Lui, il est souvent, pareil, entre 72 et 74,5. Il est presque, mais pas tout le temps, parallèle à la douille. D'accord ? Oui, c'est vrai. De moins en moins parallèle, je vais y revenir aussi, et pourquoi. On a head to bungle en anglais et seat to bungle en anglais, d'accord? Mais ça, c'est des choses vraiment, on donne un glossaire, c'est pas forcément des choses auxquelles vous devez absolument vous attacher, sauf pour choisir une tige de selle, on verra pourquoi. On a l'empattement ou la wheelbase. Il y a aussi, excuse-moi, je reviens, tu disais que l'angle par rapport est peut-être parallèle à la douille, quoique ça bougeait, mais il y a aussi des normes UCI, c'est-à-dire que les fabricants ont des normes à respecter. On voit d'ailleurs sur certains vélos le petit autocollant UCI. Oui. Alors, je ne sais pas si ça a vraiment une valeur ou quoi que ce soit, mais toujours est-il que même si... Non, on ne peut pas changer complètement la forme des vélos. À l'UCI, réglementer ça, tout à fait, carrément, pour les vélos de compétition. Ouais. Donc, ça a une certaine limite à l'innovation. Mais après, on peut en discuter plein de fois de ces règles UCI. Hein, ils ont parlé des largeurs de cintre. Ça a un impact ça a un impact sur le business de toute façon. Sur l'industrie, mais voilà, ces angles-là. Alors, j'ai pas le règlement UCI sur sur exactement ce qu'ils contraignent ou contraignent pas. Mais je crois qu'il y a un angle en tout cas entre le bec de selle par rapport au boîtier de pédalier. Je sais qu'il y a. D'accord. Je sais pas si ça doit tomber. Je pense que c'est plus une distance qu'un angle puisque l'angle il donne un paramètre, mais pas la position de la selle, parce que la position de la selle, il y a un chariot et il y a une tige de selle, donc c'est autre chose. L'empattement ou wheelbase, ça c'est la distance qui sépare vos deux axes de roue. D'accord ? Ça c'est finalement quelque chose auquel les gens s'intéressent peu, mais qui est assez révélateur du comportement d'un vélo. Je vais y revenir, mais ça c'est quelque chose que vous pouvez regarder. L'empattement, globalement... L'empattement, c'est donc la distance entre deux axes. Entre l'axe avant et l'axe arrière. Ok. Alors après, les Anglais vont un peu plus loin. Ils divisent le wheelbase, l'empattement, entre front center et rear center, c'est-à-dire la longueur des bases finalement et la longueur entre le boîtier de pédalier et l'axe avant. D'accord, typiquement, un vélo, je pense à Cervélo, où ils ont rentré un peu la roue arrière sous la selle avec ce forme de ce tube. Ouais. Là, on a des bases courtes. Voilà. On va voir pourquoi les gens veulent des bases courtes. Voilà. Et on va en parler. Donc, la longueur des bases, le déport de fourche. Ça, c'est quelque chose que les gens regardent un petit peu aussi. C'est que votre fourche, en fait, donc elle a un pivot. Le pivot va rentrer dans la douille. D'accord ? Tout ça, c'est mis dans des roulements. Et puis la fourche, elle n'est pas droite, d'accord ? Elle se décale, elle projette vos trous vers l'avant, d'accord ? C'est ce qu'on appelle le déport de fourche. Avant, les fourches en acier, elles avaient un cintrage comme ça, d'accord ? Mais le but est le même, que vous cintriez ou que vous ayez des tubes droits mais qui sont assemblés avec un angle, vous avez un déport de fourche, donc ça projette votre fourche vers l'avant. Il y a plusieurs raisons à ça. Alors, on risque d'avoir en commentaire, mais je vais couper court tout de suite ou couper court. Des gens vont me dire, oui, il y a des fourches zéro déport, etc. Il y avait quelqu'un qui s'appelait Monsieur Kérotret qui avait fait ça aussi. Et souvent, les gens qui parlent de fourches zéro déport font une analogie avec la moto, qui est un sujet qui m'intéresse, comme tu le sais toujours. En réalité, en moto, on n'a pas vraiment de fourche zéro déport. C'est-à-dire que les fourches sont droites et souvent, effectivement, l'axe de la roue est dans l'axe de la fourche, mais la fourche, elle est déportée avec des T de fourche. Donc le déport est ailleurs, mais elle est quand même déportée. Et là, je pense au vélo, puisque je pense à Jeanlin. J'avais fait le Tour de France randonneur avec Jeanlin. Et sa fourche zéro déport. Et sa fourche zéro déport qu'il avait travaillé avec les vélos Pêche-Trégon, avec Mathieu, ouais, tout à fait. Exactement. Et lui était convaincu, il avait discuté avec Trek, je me souviens, il était convaincu que ça améliorait. En France, c'est François Kérotret qui a vraiment bossé ce sujet-là. Il était convaincu. Pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens. L'analogie avec la moto a encore moins de sens parce que c'est pas du tout les mêmes poids, les mêmes centres de gravité.
la même énergie de locomotion, donc c'est très différent. Et ce que crée le déport... Ouais, ça va être ma question. Quel est l'impact d'avoir une fourche zéro déport? C'est-à-dire un tube qui soit perpendiculaire à l'axe, en fait. Enfin, comment expliquer pour que les gens qui n'aient pas l'image comprennent. C'est l'axe de ta roue est directement dans l'axe du jeu, dans l'axe de la douille de direction. C'est-à-dire qu'une fourche qui soit perpendiculaire à la route, on va dire. Non, c'est pas ça du tout. Tu as toujours un angle de douille, d'accord? Tu comprends? Oui, voilà. J'ai l'image sous les yeux. C'est pour ça que j'essaie d'expliquer aux auditeurs. Mais au lieu que ta fourche te déporte, c'est-à-dire que ton axe de roue avant, il ne soit pas dans l'axe de la douille de direction, c'est ça le déport, d'accord? Et bien là, ton axe de roue est dans l'axe de ta douille. C'est ça une fourche à zéro déport. D'accord. Okay. Et souvent, les vélos qui utilisent des fourches zéro déport ont un angle de douille un peu plus plat, plus proche des 70 que des 74. Oui. Et les fameux vélos de l'époque, jadis, je me rappelle, au niveau de l'axe, avait un léger... un cintre, puisque les fourches étaient en acier, on cintrait ces fourches pour créer le déport. Mais aujourd'hui, on peut créer une fourche en acier avec des tubes, des fourreaux de fourche, c'est comme ça que ça s'appelle, droits, mais qui sont assemblés à la douille, au pivot, avec un angle, et donc qui projettent quand même cette roue avant. Donc la norme aujourd'hui, c'est d'avoir un déport. Le déport, il est entre, on va dire, 44 et 55. C'est des déports courants. D'accord. Sur des randonneuses avec des fourches cintrées, les déports sont plus importants, ils sont de l'ordre des fois de 60. Qu'est-ce que crée le déport? Le déport, il crée une valeur qu'on appelle la chasse. En anglais, trail. Ok? Ça, c'est quelque chose qui a un impact sur le comportement qui est bien plus important que ce qu'on peut imaginer. Mais ça serait trop simple si c'était si simple. C'est qu'il y a la chasse géométrique, qui est celle qu'on vient de donner. Grosso modo, vous avez votre dessin d'un vélo en plan. Un vélo, c'est pas en 2D normalement, mais là, c'est en 2D. Et puis, vous avez votre angle de douille de direction. Vous avez votre fourche avec son déport. D'accord ? Vous projetez l'angle du tube de direction au sol, ça vous donne un point sur le sol. Et puis, vous venez faire une ligne verticale à l'endroit du point de contact de votre pneu avec le sol. Et ce que fait le déport de fourche, c'est que cet axe, cette verticale de votre point de contact de pneu, il est avant la projection du tube de direction au sol. Okay. Cette valeur-là, c'est la chasse ou le trail. C'est un peu comme une roue de caddie, vous savez. La roue de caddie, elle pivote sur son axe, mais il y a un déport. Ça aide... Alors, je simplifie, ok ? Encore une fois, je sais que j'ai maintenant plein de copains avec qui on fait de l'ingénierie sur Facebook, c'est super sympa. Mais je simplifie. En créant cette chasse, on va essayer de donner au véhicule qu'est le vélo un comportement qui lui tend à remettre la roue droite quand on avance. C'est un peu ça. D'accord ? Maintenant, elle a un impact. Donc cette chasse, elle va... Pour les randonneuses de l'époque, 1950, 1960, etc., il y avait quelques constructeurs, dont René Hers, dont Singer, etc., qui ont commencé à expérimenter. Alors j'ai un très grand ami qui s'appelle Jan Hein, qui est le créateur des pneus René Hers et anciennement Compass, qui est un fervent défenseur de la chasse courte, de l'ordre de 30 mm. Alors que maintenant, aujourd'hui, la plupart des vélos, qui soient route, gravel, etc., ont une chasse plutôt comprise entre 50, 55, 60 mm. D'accord ? Mais là, je pense aux auditrices et auditeurs de se dire, mais c'est quoi l'impact en fait ? L'impact, c'est la conduite du vélo. Le fonctionnement. Voilà, exact. Mais alors, pour le coup, c'est quelque chose dont très peu de gens parlent, mais que beaucoup de gens peuvent ressentir, avec plus ou moins de bonheur ou avec plus ou moins de confiance de ressenti. Parce que tout ça, ça peut être altéré. Mais sur le vélo basique, la chasse, elle va avoir un impact sur la façon dont le vélo rentre dans le virage, sur sa stabilité, sur son côté sensible, sur sa sensibilité, c'est-à-dire est-ce que le vélo va réagir plus brusquement au même impact sur le cintre ou pas, d'accord ? Donc ça peut être intéressant quand on sait qu'on veut rouler avec un cintre très étroit, très court, ouais. Donc on a moins de bras de levier. Est-ce qu'on veut un vélo qui soit un peu moins sensible ? Donc tout ça, c'est des choses du concepteur, parce que vous, quand vous choisissez votre vélo, vous choisissez pas votre chasse. Alors, il a la chasse qu'il a. C'est justement la question, c'est qu'aujourd'hui, tu peux choisir ta chasse plus ou moins importante
Personne choisit un vélo en fonction de sa chasse aujourd'hui. Non, faut mais être par très contre, clair. toi, mais si tu connais l'impact que ça, tu peux dire, quelqu'un qui va te contacter, toi, pour faire du sur-mesure, va te dire, bah moi, je veux une chasse de... Oui, il pourrait. Ça ne m'est jamais arrivé, mais ça pourrait. Oui, mais si tu expliques, si là, on explique aux gens quel est l'impact, et en gros, si je résume, une chasse courte, est-ce que c'est du confort ou est-ce que c'est de la performance ? Alors, c'est ni l'un ni l'autre. Ça a pas d'impact sur le confort. C'est vraiment sur le pilotage, plutôt. Donc, alors, une chasse courte améliore le pilotage ou une chasse longue améliore le pilotage ? C'est là que la complexité intervient. C'est-à-dire que tout le monde disait avant, une chasse courte, c'est impossible, c'est ingérable. Quand tu as une chasse courte, ton vélo est instable. En l'occurrence, les randonneuses... a choisi entre 50 et 100. Exactement. Sauf que les randonneuses de l'époque, quand on les teste, elles n'ont pas cette instabilité. Mais pourquoi ? Parce qu'on vient rajouter un truc, et c'est là qu'on rentre dans la complexité, tout le monde va nous détester, c'est qu'il y a une chasse pneumatique. Oui. Et la chasse pneumatique... C'est hyper compliqué d'essayer d'expliquer ça juste à l'oral. C'est quoi ? C'est la section du pneu, la chasse pneumatique ? Alors en fait, la section a un impact sur la chasse du pneu, mais la pression du pneu a un impact sur la chasse du pneu. C'est en fait finalement quelque part la taille du contact entre le pneu et la route qui va, au moment du basculement de la fourche, créer plus ou moins de résistance. Et en fait, ces randonneuses qui avaient des chasses très courtes avaient des pneus, la plupart du temps 650B de section 38 ou 42, avec des pressions de gonflage. Tiens, je crois qu'on va parler de pression de gonflage et de pneus bientôt aussi. Ça me manquait, ça fait longtemps. C'est dans un épisode à venir, en fait. Voilà. C'est pour ça, et donc, du coup, ça va compenser ce comportement de direction qu'on pourra attribuer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je fais simple, si on avait un pneu de 700 par 23 super gonflé, avec une chasse de 30, on aurait certainement un vélo instable. Tout ça pour dire que le concepteur, il a quand même un joli casse-tête, surtout maintenant, puisque si on fait un vélo qui accepte du 700 par 45, on ne sait pas quel est le pneumatique et la pression qui va être utilisée par le client final. Et en fait, ça change le vélo. Non, mais c'est intéressant parce que je pense que toutes les personnes qui nous écoutent, qui sont fidèles qui nous écoutent depuis plusieurs épisodes, plusieurs années, doivent comprendre à quel point la personne qui fait du sur-mesure a tout un tas de questions. Et c'est probablement pour ça que tu dois questionner énormément la personne qui vient te voir en disant « moi, je veux un vélo sur mesure » ou en tout cas, j'ai telle ou telle idée. Je suis sûr, et tu vas nous répondre, que toi, quand tu poses tes questions pour préparer ce cadre, les gens doivent se dire, mais j'avais jamais pensé à ça, en fait. Alors moi, je fais pas de sur-mesure, mais je fais des vélos personnalisés, donc oui, avec des sur-mesure, c'est personnalisé, voilà. Mais donc il y a des choses. Alors je pourrais, en changeant de fourche, faire varier la chasse, etc. Aujourd'hui, vous avez même des fourches sur le marché où avec un insert, en fait, vous changez à la fois la hauteur de la fourche et à la fois le déport. Bon, il y a plein de petites choses comme ça qui changent le comportement, mais en effet, après, quand le vélo il est dans la nature, il est dans son utilisation quotidienne, bah, le simple fait de changer un pneu de 25 à 50, je prends des extrêmes, a une influence non négligeable sur le comportement du vélo. Je vais forcer le trait, et comme ça on aura des commentaires super sympathiques. C'est presque plus sensible pour un client final de passer de 25 à 50 que de modifier 2 degrés ici et là sur un cadre. On va avoir des réactions. On va avoir des réactions, c'est sûr. Après, pour reprendre, tu me disais les impacts de les bases, etc. Je vais essayer de faire très simple parce qu'encore une fois, c'est des choses qui sont... Alors, en préparant l'épisode, j'ai fait des recherches sur... Tu sais, j'aime bien lire les études de 300 pages faites par les universitaires, etc. Donc, je m'en suis goinfré de quelques-unes. In fine, parce que c'est à la question, tu sais, sur les bases. Je sais pourquoi tu m'as posé la question des bases, parce que tu as un routard né, tu as été biberonné. Ah, il faut des bases courtes parce que... ça... Écoute, j'évolue, tu sais, j'évolue. Non, mais c'est ça que tu penses. Tu me dis, il faut des bases courtes parce que c'est plus réactif. Mais non, mais j'essaie de me mettre dans la tête des personnes qui, eux, vont se dire, OK, mais moi, ce que je veux, c'est ça. Donc, c'est quoi ? C'est plus court, c'est plus long, voilà. Alors, c'est pas si simple, il y a très longtemps, on disait, un vélo sportif, ça a des bases courtes. Courte égale 400, 405, 410, 400, 405, voilà. OK ? Et à l'opposé du spectre, il y avait des randonneuses qui avaient 445, 450. D'accord ? On comprend que si le tube est identique, plus on l'allonge, moins il va être, moins le résultat va être rigide si c'est le même tube. En théorie, plus on a des bases courtes, plus on a un vélo réactif.
Mais je rappelle, le moteur, c'est un bonhomme, hein. C'est pas un moteur thermique, c'est pas un moteur électrique, donc on est quand même limité en termes de couplet de puissance à ce que peut produire un corps humain. Ce qui est grosso modo pas fou quand même, voilà. Donc, en théorie, il y a un impact. Maintenant, cette théorie, il y a des gens qui la poussent à un paroxysme qui est « non, tu sens la différence entre une base de 402 et une 405, c'est le jour et la nuit, je sais dire ». Moi, j'ai trouvé personne à ce jour qui, même avec, vous savez, on appelle les pattes arrière d'un vélo, on appelle ça drop-out en anglais. Il y a des drop-out qui sont glissants, vous pouvez faire varier 15 mm en fonction de la taille du pneu. C'est aussi des vélos qui sont en monovitesse pour tendre la chaîne, etc. Exact. Moi, je suis prêt à organiser des blind tests et si quelqu'un sait me trouver la différence entre des bases de 402 et 405, voilà, c'est compliqué. Maintenant, la théorie, c'est ça. C'est-à-dire qu'en tant que concepteur, si on veut faire un vélo avec un triangle arrière rigide, on va essayer de ramasser ce triangle, de le rendre le plus compact possible. C'est aussi là qu'on va pouvoir... J'essaie d'imager pour les gens. C'est pour ça que les vélos de route ont des bases plus courtes. Voilà. D'accord ? Cette route a la sensation, de par la géométrie du cadre, oui, qu'elle est plus sous la selle. Voilà. Donc un vélo plus rigide. Alors... Plus tes bases sont courtes, plus c'est facile, à tube égal en tout cas, d'avoir de la rigidité. Mais aussi, c'est pour ça que les gens ont commencé à jouer. Alors, il y a 2 raisons pour lesquelles les gens ont commencé à jouer avec l'angle des haubans. Tu sais, les haubans, traditionnellement, dans tes vélos de jadis, les haubans allaient jusqu'au tube horizontal qui était quasiment horizontal. Exactement. On appelait ça des géométries carrées. Il était aussi haut que long. D'accord ? Voilà, on parlait du triangle avant. Les tubes qui vont on appelle ça le sloping, c'est-à-dire que le tube, voilà. Pourquoi ça ? Alors, il y a plein d'influences qui ont conduit vers ça. Il y a ce qu'on appelle le standover height, ou la hauteur d'entrejambe d'un cadre. C'est comment tu peux enjamber le tube supérieur de ton cadre quand tu es à l'arrêt hors de ta selle. Pour les garçons, ça peut être important. Ça, c'est devenu moins une question qu'avant parce que la plupart des cadres sont sloping. Sloping, ça veut dire que ce tube qui est horizontal, il descend du côté du tube de selle. On a un tube de selle qui est plus petit et donc la plupart du temps une sortie de selle qui est augmentée pour mettre la selle à la bonne hauteur. Et là, si on revient un petit peu en arrière, moi je me souviens de ce vélo Giant, c'est un TCR je crois, avec l'équipe Once, et c'est Jalabert notamment qui avait roulé ses premiers vélos où on se disait mais c'est quoi ces cadres tout petits ? Il avait une tige de selle qui était exagérément énorme. Et on était sur des slopings beaucoup plus prononcés. On est revenu un peu en arrière. Oui, parce aujourd'hui. que ça fait des triangles très fermés, donc ils sont plus rigides. Ok. Ça a été un mouvement important, c'est-à-dire que on raccourcissait les bases et on est venu descendre les haubans d'abord en se disant on a un triangle arrière plus rigide parce que tous les tubes sont plus courts. On a compris qu'on pouvait aussi faire ça, notamment quand on a fait des cadres en carbone pour aller chercher du confort, parce que finalement, quand vous descendez le haubans, vous avez une partie de tube de selle exposée plus importante, et là, on peut aller chercher du confort. Ouais. C'est d'ailleurs l'endroit où on peut potentiellement récupérer le plus de confort et de souplesse. Ouais. C'est-à-dire que quand on commence, dans les fameuses études dont je vous parlais tout à l'heure, quand on commence à aller chercher qu'est-ce qui se déforme, à quel endroit ça se déforme, etc., là où on a le plus de sensibilité, où on est capable de plus de mesurer le mouvement, c'est sur ce tube de selle. Donc si vous descendez le point d'accroche des haubans, vous avez une partie de tube de selle exposée plus importante, voire de tige de selle plus importante, et là vous pouvez travailler sur la nature du matériau, son diamètre, etc., pour donner du confort. Est-ce que c'est vraiment Giant qui a apporté cette innovation-là, ou est-ce que c'était déjà dans les tuyaux on l'a vu dans le VTT, on l'a vu dans le BMX. Le BMX, c'est les cadres les plus petits que vous pouvez trouver, vous voyez, parce qu'on est sur de la vélocité absolue. Je pense que les premiers ont été là, les premiers cadres à se fermer de plus en plus, c'était ça. Maintenant, il y a un paramètre depuis, on va dire, 10 ans, qui était pas un des paramètres des concepteurs avant, c'est la taille des pneus. Parce que mettre des petites bases, c'est sympa, mais vous avez une roue à mettre avec un pneu. Donc avant, on avait du 700 par 23C ou du 700 par 25C. Et il fallait caler ça dans des bases courtes. Et puis, il y a un tube de selle. Il ne faut pas que ça touche le tube de selle. Donc c'est aussi pour ça qu'on a souvent redressé le tube de selle pour faire de la place pour le pneu. D'accord ? Et puis après, on met une tige de selle à déport pour remettre les fesses du cycliste à l'endroit où on souhaite les avoir. Ça, c'est pour la partie arrière. Maintenant, on a une problématique, c'est qu'on veut mettre de plus en plus des gros pneus. C'est la tendance. Et d'ailleurs, tu avais été des premiers à avoir cette vision-là. On en a parlé dans plusieurs épisodes. Il y a 10 ans, voilà. Et je crois qu'on en reparle bientôt aussi. Mais un pneu
qui est plus large, il est aussi plus haut. Alors, on m'a dit dernièrement, oui, mais pourquoi tu prends l'hypothèse qu'un pneu est un tore parfait ? Il faut prendre des hypothèses. Un pneu, c'est normalement, dans la théorie, un tore. Un tore, c'est une chambre à air, vous voyez, c'est un tore. Voilà. Donc, si vous avez un pneu qui est plus large, il est aussi plus haut. Oui, bien sûr. Même si, à la marge, il y a des variations dimensionnelles en fonction de la largeur interne de la jante, de la façon dont est fait le pneu, de la carcasse qui est utilisée, mais grosso modo, il faut bien prendre des approximations, c'est à peu près ça. Donc vous prenez un pneu de route d'avant, 700 de pas trop longtemps en avant, 700 par 25, et vous en prenez un de 700 par 35 aujourd'hui, bah, il lui faut plus de place derrière. Donc les tubes de selle ont eu tendance à se redresser, voire, avec certains matériaux, c'est pas possible dans tous les matériaux, on a décalé ce tube de selle en avant du boîtier de pédalier, ou bien on l'a courbé pour faire de la place aux pneus. Ouais. Les vélos dont tu parlais, les serre-vélos, voilà, avec le carbone. Avec, une géométrie très particulière. Voilà, donc on a fait ça pour... Nago avec, avec on a fait ça pour mettre de la place. Et on va dire que la réactivité ou la vélocité, c'est pas la seule chose qui a conduit à essayer de raccourcir les bases et de raccourcir les vélos de manière globale. Puisque sur un vélo de course pur, on a un angle de tube de direction relativement relevé, donc 74, on va dire, des bases courtes, pour avoir un empattement court. Pourquoi c'est important l'empattement ? Parce que quand vous faites de la course et de la compétition, et que vous êtes dans un peloton, et que vous allez chercher un peu d'aspiration, par exemple, si vous pouvez être 2 cm plus proche de votre voisin de devant, c'est autant de gains. Donc plus le vélo il est court, c'est pour ça que, on va dire, le vélo de coursier typique, c'est un vélo relativement court avec une grande potence. Oui, je pense notamment au sprinter. Chaque fois tu te dis ça se joue à rien et tu te dis... Voilà. Et donc on a vu des fois des potences démesurées, alors qui changent aussi un petit peu le comportement du vélo au bout d'un moment, parce que vous êtes très en avant de l'axe, mais au même temps ils ont des cintres beaucoup plus étroits que ce qu'on a l'habitude de rouler. Donc tout ça c'est vraiment une chimie ou une alchimie assez complexe, mais c'est pour ça que les coursiers ont tendance à avoir des vélos peut-être un peu moins stables, mais avec des empattements plus courts. Ils sont plus réactifs. Il faut aussi bien remarquer qu'au-delà de ce qu'on peut imaginer toujours que les gens vont vers l'avant et donc accélèrent, ce qui tient un vélo debout, c'est un savant mix de cette inertie. Quand on dit qu'on met de l'énergie pour aller vers l'avant, ça le tient debout, mais en fait sur un vélo, c'est aussi les mouvements latéraux qu'on fait et qui compensent en permanence et qui jouent sur cet équilibre. Et donc plus vous avez un vélo avec un empattement court, plus il passe dans un peloton, mais aussi plus il est réactif quand vous le secouez d'un côté à l'autre. Okay, donc ça joue aussi beaucoup sur le ressenti. Maintenant, dans la pratique de tous les jours, on n'a pas forcément toutes ces considérations-là. Donc l'empattement, c'est quelque chose que vous devez regarder par exemple, il y a des fois, vous allez trouver un vélo qui convient à ce que vous imaginez faire avec votre vélo, et vous avez 2 tailles dans lesquelles vous pourriez hésiter. Et il n'y en a pas une qui est forcément la meilleure. Il y a un moment où c'est aussi votre choix. Vous pouvez avoir des reach et stacks différents entre une taille S et une taille M, mais que vous pourriez rattraper. Alors surtout pour les marques qui ont 5, 6, 7 tailles, tu vas des fois retrouver, allez, je vais donner une taille S qui va être avec un reach de 350 et un stack de 515, et une taille M qui va être avec un reach de 360 et un stack de 530. En fait, ces 2 valeurs-là, qui sont différentes de 15 mm d'une taille à l'autre, tu peux les corriger avec une entretoise sous la potence et une potence plus ou moins longue. Donc dans l'espace, si tu veux, tes 3 points de contact en plan du cycliste, c'est-à-dire main, fesses, pied, tu peux ne pas les bouger et mettre plein de vélos différents en dessous. Complètement. Surtout avec les périphériques. Mais ce qui va changer, c'est éventuellement les angles et donc le feeling de la direction, éventuellement l'empattement et donc l'expérience que tu vas avoir sur ton vélo, ou ce que tu préfères. Quelqu'un qui a tout fait du BMX toute sa jeunesse, qui a l'habitude d'avoir un petit vélo qu'il arrive à balancer facilement, va préférer un vélo plus court. Quelqu'un qui va faire du sprint ou des courses, des crits, etc. va préférer un vélo plus court. Un vélo plus court, un empattement plus court. Ce matin, on prenait un café, spoiler, on a vu une limousine sur base de Chrysler 300C, elle faisait, je sais pas, 8 mètres ou 9 mètres de long, et tu m'as dit comment ça tourne. T'as vu, ça tombe à pic. Un vélo avec un empattement plus long, il a plus de difficultés à tourner. Tu fais du crit, t'as intérêt à avoir un vélo avec un empattement court. Ouais, très court. Ouais. Tu fais la Race Across France 2500,
La Non, mais c'est vélocité, intéressant d'avoir ces images-là. dans le virage, elle est moins importante. Ce Ouais. que tu voudrais éventuellement, c'est de la stabilité, parce que quand tu commences à enquiller 3-4 jours et qu'il y a la fatigue qui se fait sentir, si ton vélo il est stable et qui te permet de rouler même en étant fatigué, tu as un avantage non négligeable. Donc cette chimie-là, elle est vraiment importante, et à un moment, il faut soit se faire conseiller, soit bien réfléchir pour comprendre que c'est pas juste les angles qui vont déterminer. Avec des angles différents, on peut avoir ces 3 points, parce que à la fin, c'est ça qui compte. C'est reach et stack, c'est comment tu vas pouvoir te poser sur ton vélo. L'empattement, il te donne une idée quand même du comportement que tu vas avoir. Et puis après, ma foi, tout ce qu'on a vu dans le détail, c'est-à-dire la chasse, c'est quelque chose que tu peux pas maîtriser. C'est difficile de choisir un vélo pour ça, parce qu'en plus, en fonction des pneus que tu vas mettre, le comportement va changer. Mais il faut te dire que si tu choisis un vélo avec un usage qui est projeté par le concepteur, bon, il faut toujours choisir un concepteur en qui on a confiance. Mais du coup, normalement, c'est que tu vas avoir une chasse adaptée à ta pratique, grosso modo. Mais c'est bien d'essayer de comprendre comment tout ça s'imbrique. Mais on n'est plus dans quelque chose d'aussi simple que c'est des bases courtes, donc c'est un vélo de critérium ou c'est un vélo de course. Les gravel, c'est forcément des bases longues. Aujourd'hui, on a des vélos qui sont des vélos de route très performants, qui sont parfois utilisés dans le Tour de France, qui ont des bases de 420 ou 425. C'était impensable avant, sauf que là, on a des bases de 425, donc on va pouvoir mettre des pneus de 35. Alors ok, les pros, ils roulent en 30, 31, 32 aujourd'hui encore, mais il fallait les mettre, ces pneus-là. Et il faut les mettre en ayant de la place pour mettre des tubes et des bases assez rigides pour transférer la puissance, etc. etc. Pour accepter le freinage aussi. Voilà, pour accepter le freinage. Donc, on a des critères de résistance. Tout ça, c'est normé aussi. On a des normes ISO maintenant qui sont très, très, très sévères sur la résistance des vélos et notamment à la fatigue. Donc, tout ça, en fonction du matériau qu'il a choisi, le concepteur, il a vraiment... c'est multifactoriel la façon dont il doit travailler. Et puis oui, effectivement, s'il veut mettre de la place pour le pneu, il peut redresser son tube de sel et puis te dire attention, moi t'as un angle, grosso modo ce qu'il faut comprendre, quand vous avez un angle de tube de sel à 72,5, la plupart du temps c'est fait pour une tige de sel droite avec un déport de 0. Et vous avez juste la variable d'ajustement de votre chariot de sel. Dès que vous avez des angles à 73,5, 74, etc., la plupart du temps, vous allez avoir une tige de sel à déport pour repositionner. Ouais, je pense aux Canyon notamment, qui ont souvent beaucoup de vélos de route ont des beaucoup de vélos orientés route ont des tubes de sel un peu redressés et donc des tiges à déport. C'est pour ça que vous avez sur le marché des tiges à déport de 5, 10, 15, 20, 25 mm. Le plus courant, c'est 15 et 25. Et ça, c'est important de le comprendre. Prendre un vélo qui a un tube de sel à 72,5 et mettre une tige à déport de 25, il y a erreur normalement. Voilà. Ouais, mais c'est intéressant. C'est vrai qu'on a parlé reach, stack, comme tu l'as dit au début. On a parlé angle de direction, on a parlé douille, on a parlé chasse, déport de la fourche, on a parlé empattement. Ouais, tout à Moi, fait. j'avais une question sur le boîtier de pédalier. la hauteur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu l'as dit, les vélos, ils ne changent pas depuis des années, même si après, j'ai quelques questions sur certains cadres et leur évolution, mais est-ce qu'on peut jouer aujourd'hui sur la hauteur du boîtier de pédalier par rapport aux axes? Oui. Et quel est l'impact? Et je reviens tout à l'heure, c'est-à-dire quelqu'un qui nous écoute se dit, moi je fais de la compétition, moi je fais du gravel, moi je veux du confort. Est-ce que là aussi, les gens qui vont sur de la personnalisation ou du sur-mesure peuvent choisir, et quel est l'impact? Alors, si tu fais un vélo à l'unité, tu peux choisir. Maintenant, encore une fois, cette hauteur de boîte de pédalier, alors en anglais, on l'appelle BB drop, bottom bracket drop. C'est la valeur, normalement, elle est négative. Si on considère que l'horizontale qui relie tes deux axes de roue, c'est ton zéro, ton boîtier est en dessous. Ouais. Ça varie assez peu. Okay. Oui, j'ai rarement vu un boîtier au-dessus. Ça varie assez peu. Mais donc on va dire 50 à 70 sur des V5, voilà, 50 à 80, je vais être très large, d'accord? Donc on est en train de parler de 30 mm. Mais ça positionne le cycliste dans le système. On est d'accord, parce que c'est l'endroit où tu mets tes pédales. Sauf que je fais toujours de l'extrême. Comme ça, on va dire, les chiffres, c'est n'importe quoi. Si tu prends un vélo avec un boîtier qui a un BB drop de 70 et que tu as des manivelles de 180. La manivelle te positionne aussi. Ça veut dire que ton boîtier est très bas
Oui. Et donc, tu rajoutes 180 de manivelle. Donc... Voilà. Et donc, il faut faire attention au virage. Ah bah voilà, oui. Ça, ou c'est si tu as sûr. un gravel, tu vas avoir quelques soucis. Tu parlais du critérium tout à l'heure. Voilà. Attention. Donc, en fait, tout ça, le cadre en lui-même, il va te donner une base. Mais finalement, le cycliste, il sera positionné de la même façon avec une descente de boîte de pédalier de 60 et des manivelles de 180, ou alors une descente de boîte de pédalier de 70 et des manivelles de 170. D'accord ? Et sa pédale aura le même point bas. Mais ce que je veux dire, c'est que... Et son centre de gravité sera le même, avec deux choses différentes. Donc en fait, la géométrie d'un cadre, je dis ça pour essayer de forcer le trait sur la géométrie d'un cadre. Bien sûr que c'est important, le concepteur, il fait sa recette, etc. Mais après, tous les périphériques, on peut pas s'exonérer de regarder ce qu'on va mettre comme périphérique, parce que la hauteur de boîte de pédalier et donc le point bas de la pédale, on vient d'en parler, mais du coup, il est pas identique si j'ai des pneus de 25 ou de 45 non plus. Ah non, du tout. Donc voilà, encore une fois, il faut avoir une vision globale. On peut pas s'exonérer de ça, sinon on va toujours dans un inconnu ou dans un risque. Moi, je parle encore récemment à des gens qui me disent « Ouais, tu vends plus de kits cadres, etc. » J'avoue que j'ai eu de la réticence à vendre des kits cadres. J'ai préféré faire des montages complets pour pas arriver à des situations où justement tu mets un kit cadre dans la nature. Alors il a une gamme d'utilisation. Il prend des pneus, forcément quand tu prends des pneus larges, tu prends aussi des pneus fins. Et en fait, il y a des gens qui n'ont pas forcément cette vision globale de la chose et qui vont faire des montages qui vont conduire à une certaine insatisfaction, voire des fois à une impossibilité d'utiliser le vélo correctement. Donc tout ça, c'est encore une fois plein de paramètres. La géométrie du cadre est importante, c'est le cœur de ton vélo, mais ça ne fait pas tout, parce que les périphériques vont avoir un impact. Et encore une fois, tu peux avoir 3 tailles de vélo qui te vont dans une même gamme, surtout qu'il y a des fabricants. Alors, pour faire un peu de coulisses, il y a certaines marques, mais je ne donnerai pas de nom, vous avez des catalogues où vous avez 10 tailles, mais il y a des tailles que vous ne trouverez jamais dans aucun magasin. Il y a des gens qui ont des catalogues de tailles, et derrière, il y a des vraies tailles de vélo qui sont... Voilà, et à l'opposé, certaines marques font des SM, des LXL. Moi, j'ai SM et ML. Voilà, j'avais 3 tailles de vélo sur mon modèle phare de MR4. Il y a une taille qui s'appelle XS que je vends absolument très peu. Ouais. Voilà, et effectivement, je mets quand même une plage d'utilisateurs assez importante, parce que je me sers des périphériques dans une mesure donnée. Je reparle des tailles. Tout à l'heure, tu me parlais de 56, etc. C'est quoi 56 ? Tu sais ? Alors, je dirais que c'est la hauteur entre le boîtier et la selle. J'avais une chance sur 2. Il y a beaucoup de gens, quand ils te disent j'ai un vélo 56, qui pensent que c'est la longueur du cadre. C'est-à-dire quelque chose qui correspondrait à la longueur du tube. Voilà, mais pourquoi ? Parce que anciennement, en fait, quand on disait la taille d'un cadre, c'est un 54 ou un 56, la vérité, c'est que ça faisait référence à la distance entre l'axe du boîtier de pédalier et le haut du tube de selle. Oui, moi c'est comme ça que je l'avais. Mais jadis, les vélos étaient avec des géométries carrées, entre guillemets. Donc cette hauteur-là, elle était quasiment reportée dans la longueur du tube horizontal. Il y a beaucoup de gens qui ont pensé que quand on disait 56, c'était la longueur du tube horizontal. Ça n'a jamais fait référence à ça. Maintenant, c'est encore utilisé de temps en temps, sauf qu'on comprend bien que quand on a des tubes sloping, des tubes horizontaux qui ne sont plus horizontaux, qui penchent vers l'arrière, des tubes supérieurs, on va dire sloping, eh bien la hauteur du tube de selle, elle est différente. Ah bah oui, il n'y a plus rien à voir, c'est pas comparable. Et donc en fait, certains fabricants continuent de dire 56 en projetant cette hauteur pour rencontrer un tube horizontal qui n'existe pas. Donc en fait, c'est pour ça que c'est très trompeur. Et que quand on a quelqu'un au téléphone qui dit moi j'ai toujours roulé un 54, ça veut pas dire grand chose. Ok, donc Reach et Stack, ça voilà, Reach et Stack, c'est vos références pour vous positionner dans le plan en fait, et vos fameux 3 points de contact, même si on a 2 bras, 2 jambes et 2 fesses, mais on va se dire nos mains, la paire de fesses et la paire de pieds, c'est ces 3 points là qui vont finalement nous positionner sur notre vélo. Donc Reach et Stack, c'est important pour comparer les vélos. Juste avant de synthétiser justement sur quels sont les angles ou les chiffres ou les références à avoir, je reviens sur mon boîtier. Oui. Un boîtier
très bas sera stable Oui. et un boîtier un peu plus haut sera plus vif. La tendance, c'est ça. Alors, il sera plus vif latéralement. Oui, je pense au critérium. Tu sais, on parlait des critériums. C'est ton centre de gravité. Mais sur un critérium, comme on tourne beaucoup, on cherche pas de la stabilité, donc on va avoir plutôt un boîtier plus haut pour pouvoir tourner, pour pouvoir prendre des angles rapides, mais un empattement court aussi. Ok. Très bien. Maintenant, attention, les empattements, c'est pareil. Les gros pneus ont rappelé aux gens qu'il fallait faire attention. C'est que t'es pas très grand. Tu fais 1m68, mais tu chausses du 43. Il faut que tu fasses attention à ton déport de fourche. Ou alors, il faut que tu aies un cadre qui soit avec un reach un peu plus long, mais une potence plus courte. Parce que sinon, si tu vas avoir des pneus de 700 par 40, par exemple, eh bien, à basse vitesse, il y a de grandes chances que ta roue touche le bout de ta chaussure. Si tu as des garde-boue, je t'en parle même pas. Ça, c'est des choses qui sont encore aujourd'hui, à mon goût, un peu trop sous-estimées, où on n'avertit pas forcément le client. C'est important. La pointure, les gens me disent, mais pourquoi tu me demandes la pointure ? Mais c'est important. Voilà. Non, mais c'est tout donc, ça. Donc ça, c'est le déport de fourche aussi, qui fait... On avait mis ces déports de fourche aussi pour éloigner un peu la roue avant. C'est aussi pour ça que beaucoup de vélos d'aventure et de gros pneus, etc., ont des angles un peu plus plats. Des angles de direction, donc plutôt aux alentours des 71 ou des 70, pour avoir peut-être plus de stabilité, notamment dans les passages, entre guillemets, hors des sentiers battus ou en tout terrain, mais aussi pour avoir un empattement avant ou le fameux front center un peu plus grand pour laisser de la place aux pieds, pour laisser de la place aux gros pneus, pour laisser de la place aux garde-boue. Recette complexe, hein, Arnaud. Non, mais je pense c'est pareil aux personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent doivent prendre probablement conscience de tout ce qui constitue un vélo et qu'aujourd'hui, quand on va sur un site, parce qu'aujourd'hui, tu as beaucoup de marques qui sont uniquement online, où il n'y a pas vraiment de boutique où tu peux vraiment poser des questions, essayer ou tester, c'est quand même très, très complexe. C'est quand même le niveau de renseignement à avoir et la prise de conscience de tout ce qu'il faut prendre en considération, justement, la taille des chaussures, enfin, ta pointure, beaucoup s'imaginaient pas que pour choisir un cadre, il fallait connaître la taille, ta pointure. Donc, tout ça, c'est très intéressant, mais là, je pense aux personnes qui sont sur des sites ou vont dans des boutiques, ont une fiche, là, un vélo. Selon toi, les 3 ou 4 angles ou références à bien prendre en considération pour bien lire correctement cette fiche. Ne regardez pas les angles. Regardez le reach et le stack, la portée et la hauteur du cadre. Regardez l'empattement. Et puis, si vous avez des doutes sur le stack, notamment, parce que vous pensez qu'il va falloir que vous remontiez, etc., n'oubliez jamais que, notamment quand vous êtes sur des vélos qui ont des fourches en carbone, pour compenser un stack qui serait trop bas, vous allez mettre des entretoises sous la potence, mais en fonction des fabricants, le nombre d'entretoises qui sont autorisées pour déporter la potence sur le pivot de la fourche peut être limité. Vous avez des gens que moi je vois rouler des fois qui sont hors garantie. Oui, je pense à la garantie. Mais garantie, on va mettre la garantie de côté. En descente à 70, le pivot de fourche qui casse, parce que vous avez 6 cm d'entretoise et que du coup votre point d'effort est très déporté. Donc ça, c'est des gens qui ont un petit cadre en fait. C'est ça, ils ont un petit cadre et mettent de l'entretoise pour se redresser. Ou alors qu'ils pensent que la solution c'est de se redresser parce qu'ils ont mal au cervical, alors qu'en fait c'est la portée qu'il faudrait réduire. Bon, il y a plein de cas différents, mais souvent les gens remontent. Ça, c'est quelque chose qu'on a assez régulièrement, voire de plus en plus. Les gens pensent qu'il faut remonter parce que ils ont mal au cervical, alors que la plupart du temps, en fait, ils sont trop étirés. Les épaules remontent, le cou s'enfonce dans les épaules, et ça, c'est pas une question de hauteur, c'est plus une question de portée. Là, quand tu me parles de ça, je pense au vélo de chrono, qui aujourd'hui, tu vois les cyclistes professionnels sur des vélos de contre-la-montre, qui sont maintenant très hauts, alors qu'avant, ils étaient quasiment sur la roue avant. Vous aurez menti sur l'aérodynamique. Mince alors. Il y a plein de choses. Tu vois ce que je veux dire. Non, mais pense attention. à ça. Mais ça, c'est la tendance. Ça, c'est-à-dire la prochaine tendance. Tu verras que ça y est, c'est fini. Les potences avec des angles de moins 15 degrés, etc. Même dans le Tour de France, c'est terminé. Et on va en revenir. Et le nouveau truc, ça va être non, il faut être plus haut. Tu vas voir que tous les stacks de vélo vont remonter. Voilà. Ça serait peut-être l'objet d'un autre épisode, mais tu verras, ça va se passer comme ça. C'est la prochaine tendance. Est-ce que c'est bien, pas bien ? Je suis pas là en train de dire si c'est bien ou pas bien. C'est la prochaine tendance. On remonte. Donc voilà, faites attention. En tout cas, voilà. Attention, l'empattement va vous donner globalement une indication sur le comportement du vélo.
Le reach et le stack va vous donner votre position. Faites attention au nombre d'entretoises que vous pouvez mettre ou pas sur la fourche en fonction du type de fourche parce que ça vous dira ce que vous pourrez faire avec votre vélo. Faites attention aussi à la hauteur du tube de selle parce que si vous avez des jambes particulièrement grandes et que le cadre est très sloping et donc il a un petit tube de selle, votre sortie de selle maximale elle va être déterminée aussi par le matériau et l'insertion minimum du tube de la tige de selle dans le tube de selle. C'est ça les paramètres qu'il faut regarder. Les angles, ne vous focalisez pas trop dessus sur l'utilisateur final, c'est pas ce qu'il y a le plus important. C'est intéressant de le comprendre, mais c'est pas ce qu'il y a le plus important. Moi, j'ai une dernière question, c'est sur le dernier vélo de Pogacar. Je ne citerai pas la marque, mais je te montre le vélo. Ouais. Donc là, pareil, Antoine, Sébastien, un sponsor supplémentaire pour mettre une illustration dans cette vidéo. Mais là, regarde la géométrie, c'est-à-dire qu'il n'y a plus, en fait... On a décalé, ouais. C'est-à-dire que ta hauteur de selle, là, sur le vélo de Pogacar, tu peux quasiment pas, faut pas te tromper. Et puis, le tube dont tu parlais qui relie le boîtier de pédalier à la selle, il n'existe plus, en fait. Oui. Il est en 2 morceaux. Oui. Et il est relié par... Mais donc, sur un tableau de géométrie, en fait, on aura un tube virtuel pour nous donner un angle. C'est ça. Voilà. Mais sur tous les angles sur tous les tubes qui sont courbes, etc., on a déjà un tube virtuel pour donner l'angle. Là, tu vois la potence, elle va vers le haut ou elle va vers le bas? Ça va être ma question. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'angle non plus dans la potence. Là, il y a un angle, mais il va vers le haut. T'as vu? Oui, mais je veux dire, t'as plus de coude, en fait. Tu te rappelles de ces journalistes qui allaient sur le Tour de France, ils disaient l'autre, il a une potence de 160 avec un angle comme ça. Exact. C'est fini, ça. Ouais. C'est fini. On a compris que finalement, c'était certainement plus efficace comme ça. Donc tout ça, c'est quoi l'objectif en fait de ces vélos qu'on va évoluer? Il y a Cervélo, il y a Trek, où il y a plus de tubes unis, on va dire, entre la selle et le boîtier de pédalier. C'est quoi? C'est la rigidité des vélos. Là, on parle pas de touring, on parle vraiment de vélos performants, donc des vélos sur lesquels tu peux être bien, 4 heures, 5 heures, mais probablement pas 3 jours. Eux, ils sont toujours à rechercher parce qu'on est en effet sur des vélos de course, donc ils sont toujours à rechercher de la rigidité maximale, un transfert de puissance maximale au détriment de la santé du pilote, mais il n'est pas là pour être dans le confort, d'accord. Mais ils sont dans de l'optimisation. C'est ce qu'on essaye toujours dans le podcast. Je ne sais pas si on est tout le temps assez clair. Des fois, les gens ils font un raccourci par rapport à ce que je dis, quand je dis que ça sert à rien, non, je dis c'est pas forcément utile ou j'essaye de dire plutôt ce n'est pas sensible pour le cycliste lambda. Quand on vous dit le cadre de cette année, il est 15% plus rigide que le cadre de l'année dernière. Et donc tout le monde le veut. Et quelqu'un de récemment qui écrivait en commentaire, si c'est bon pour les mecs qui font le Tour de France, c'est bon pour moi. Mais il est 15% plus rigide que celui de l'année dernière, qui veut dire éventuellement que ça donne, si c'était linéaire, 15% de gain de watts supplémentaires par rapport à celui de l'année dernière, mais celui de l'année dernière, il te faisait gagner 1 watt ou 2 watts, donc 15%. Enfin, on est dans le pouillem, donc le gain marginal, c'est pas pour tout le monde. Eux, c'est leur métier d'optimiser. D'accord ? Donc, pourquoi pas ? Après, on fait des découvertes quand on fait tout ça. C'est-à-dire que là, on est en train de découvrir que finalement, la position qu'on adoptait, elle n'était pas forcément là. Donc, ça va avoir un impact sur le vélo du grand public. Mais est-ce qu'on a tous besoin de ça ? Oui, on en parle souvent. Est-ce que ce qui est facteur de performance pour quelqu'un qui fait une course professionnelle avec toute cette machinerie derrière, est-ce que le gain de performance est comparable, voire présent pour quelqu'un qui fait une pratique radicalement différente? C'est pas sûr. Il y a encore beaucoup de gens qui sont plus performants sur un vélo plus souple. Donc, pourquoi pas un vélo... Il y a des gens qui sont... Moi, j'ai régulièrement des gens qui passent d'un vélo en carbone à un vélo en acier, qu'ils pensent être un gravel au début. Peu importe, c'est une case. Et ils reviennent et me disent j'ai battu tous mes coms. Mais comment ça se fait ? Et le vélo, il coûte moins cher, il est plus lourd. Et en fait, pour eux, la performance, elle est plutôt là. Donc, on est tous différents. Ouais, je fais pas de grands sacs, mais il est quasiment... On peut presque dire on n'est pas loin de la vérité quand on dit que ce qui est fait là, c'est pas bénéfique au cycliste lambda dans sa pratique. Pas tout le temps. L'assomption de dire puisque ça marche pour eux, puisqu'il y a un gain pour eux, il y a un gain pour moi, c'est pas aussi simple que ça. Non, ça serait vraiment, ça serait trop simple, hein, ça serait trop simple, mais les vélos évoluent, puis ils évoluent dans ce cadre restreint de ce qui est cadre sans mauvais jeu de mots.
donné par l'UCI. Ouais, Voilà, donc tu vois, là, on n'est plus vraiment dans le double triangle, mais on n'est pas trop éloigné non plus, puisqu'il faut que ça réponde. Mais voilà, ils cherchent et ils se font aussi remarquer. C'est important pour eux. Il ne faut pas oublier que s'ils sont là, c'est aussi pour vendre des vélos à la fin. Exactement. Voilà. Un grand merci pour tout ça. Qu'est-ce qu'on peut conclure ? Comment tu conclurais cet épisode ? C'est très bien de comprendre comment les choses fonctionnent, mais aller sur de la simplicité, du pragmatisme quand vous choisissez vélo. Reach, Stack, Empattement, regardez ça. C'est valable pour tous les matériaux, pour toutes les marques de vélos, et ça vous donne une idée de comment vous allez être posé sur votre vélo. Prenez ça en main. C'est bien aussi de comprendre plutôt que juste d'aller dans un magasin et qu'on vous dise c'est celui-là qu'il te faut. Voilà. Ouais, c'est ce que j'allais conclure sur ça. En fait, renseignez-vous sur. Mais je pense que vous l'aurez compris depuis le temps qu'on parle et qu'on essaie de vous éduquer sur comment fonctionne l'industrie du vélo. Donc là, dans le choix d'un vélo, on l'a dit, il y a les angles, il y a la géométrie du cadre. C'est important. Renseignez-vous pour comprendre le vélo qui va vous permettre d'avoir un maximum de plaisir, sans parler de compétition, juste prendre du plaisir. Voilà, je redonne le petit outil. Alors, je ne suis pas partenaire avec eux, mais c'est un outil qui fonctionne très bien. Bike Insights. Donc, exact. Voilà, vous pouvez chercher votre vélo actuel, chercher le vélo que vous projetez. Les deux se mettent l'un sur l'autre. Vous avez une comparaison visuelle qui vous donne déjà une indication. Ça, c'est vraiment un outil super sympa. Donc, je le partage avec joie et plaisir. Voilà. Un grand merci JP. Puis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Tous en Selle.